Cette session, proposée par le PCN-ERC, est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Consolidator Grant 2025. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et quelques liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC a pour seule mission de soutenir la recherche de plus haut niveau en Europe. Sous le programme cadre Horizon Europe, elle reste positionnée au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17% du budget global, correspond à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les budgets annuels dédiés aux appels ERC continuent de progresser jusqu'à la fin du programme Horizon Europe en 2027. Le Royaume-Uni est désormais éligible en tant que pays associé, alors qu'un point important pour l'avenir est maintenant l'association de la Suisse, attendue prochainement, accord d'association en cours de négociation. En moyenne, sont financés environ 316 PI lauréats des projets Consolidator Grant chaque année, dont environ 11% sont des PI en France. On note un taux de succès français en baisse ces dernières années, mais qui reste au-dessus du taux de succès moyen européen. Néanmoins, il y a surtout un déclin des dépôts français, alors allez-y. Quel est l'objectif de ce budget? Il s'agit de financer des projets de recherche ambitieux, en rupture, que l'on peut définir comme étant aux frontières de la connaissance. Les seuls critères d'évaluation est l'excellence scientifique, avec un focus manifeste sur les projets scientifiques. Cette évaluation est effectuée par des pairs, qui sont eux-mêmes des scientifiques reconnus. Même si le projet va bien sûr impliquer une équipe, le projet est porté par un chercheur qui constitue la colonne vertébrale du projet. Qualifié de PI, ou Principal Investigator, qui va donc disposer d'une autonomie financière sur 5 ans pour développer son projet. La notion de portabilité indique par ailleurs que la bourse est rattachée au PI et qu'il peut changer d'institution d'accueil en cours de projet. Il s'agit par ailleurs des appels blancs, donc ouverts à toutes les disciplines sans aucune contrainte thématique. Pour des questions d'organisation, les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Ces champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories appelées panels, qui sont actuellement au nombre de 28 depuis le ROC Programme 2024. En rouge, les changements, additions, précisions apportés par le programme de travail 2024 sont mentionnés, alors que le programme de travail 2025 apporte un changement sur les mots-clés du PE6. On évoque également ici les liens pour accéder aux sous-catégories des panels avec leurs mots-clés, alors que le lien équivalent pour 2025 est en attente. Pour permettre aux candidats de bien choisir leur panel, l'ERC fournit aussi une description plus précise des thématiques couvertes par chaque panel. Cela est par exemple illustré ici pour le panel SH8 récemment créé. La description détaillée des appels est disponible dans le programme de travail qui paraissent chaque année. Les appels ERC sont maintenant bien en place avec des grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Pour rappel, le programme de travail 2024 a vu l'introduction de changements notables dans la présentation de parcours des candidats. Le programme de travail 2025 reprend les grandes lignes du programme précédent et il est disponible depuis début juillet. De manière plus spécifique, l'appel Consolidator s'adresse à des jeunes scientifiques dont on attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC. Mais les candidats à l'appel Consolidator doivent faire preuve d'indépendance. Cela se traduit par exemple par la publication en tant qu'auteur principal sans son directeur de thèse, ou par la démonstration d'un progrès scientifique majeur à partir du travail qu'il ou elle a effectué pendant son doctorat ou post-doctorat, ou bien par l'obtention d'un financement compétitif en tant que chef de groupe. Les candidats à l'appel Consolidator doivent aussi démontrer un certain leadership dans leur domaine scientifique.
ce qui passe notamment par la formation des nouvelles générations de chercheurs. Il ou elle doit aussi disposer d'éléments concrets prouvant ses compétences. Pour cette catégorie consolidator, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 2 millions d'euros. À ce budget peut s'ajouter jusqu'à 1 million d'euros supplémentaires qui peut être demandé pour des raisons bien précises qu'il faudra justifier. Chaque programme de travail détaille notamment le calendrier des appels pour l'année. Pour le programme de travail 2025, l'agence exécutive de l'ERC indique que pour l'appel consolidator, la date limite est fixée au 14 janvier 2025. L'appel ERC Consolidator s'adresse aux chercheurs qui sont entre 7 et 12 ans après leur soutenance de thèse. Pour l'appel 2025, les candidats éligibles à l'appel Consolidator doivent donc avoir soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017. Nous détaillons dans la slide suivante les conditions pour une demande d'extension de la fenêtre d'éligibilité. Sous certaines conditions, des extensions de la fenêtre d'éligibilité peuvent être accordées. Ces conditions, listées sur cette slide, sont bien identifiées dans la section sur les critères d'admissibilité et d'éligibilité du programme de travail 2025. On rappelle ici qu'elles doivent avoir eu lieu avant la date limite de candidature de janvier 2025. Le candidat doit apporter les justificatifs qui seront inclus lors de la soumission de la proposition. Une nouveauté du programme de travail 2025 est l'inclusion d'un nouveau critère d'extension de cette fenêtre d'éligibilité pour des chercheurs en situation d'invalidité. Alors que la notion de catastrophe naturelle a, elle, été remplacée et enrichie par des catastrophes majeures, incluant les catastrophes produites par l'homme. Un point important est aussi que le candidat à l'ERC s'engage à passer au moins 50% de son temps en Europe ou dans un pays associé. Il doit également consacrer un minimum de son temps de travail à son projet ERC. Ce temps est d'au moins 40% pour la catégorie Consolidator Grants. Ce temps doit être continu, il ne peut donc y avoir de trou sur la période de 5 ans, mais un lissage est possible. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie, mais surtout si l'idée que vous voulez mettre en œuvre sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que le projet soit pertinent, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment. Et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet, pouvoir le relire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter, mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience acquise et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et le processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. Le processus de sélection se fait en 3 temps, avec pour commencer la soumission. Celle-ci a lieu à une étape avec dépôt de tous les documents du dossier. Les dossiers éligibles, c'est-à-dire en général quasiment tous, passent ensuite en première étape au cours de laquelle le document scientifique B1 est évalué, ce qui conduit à une première sélection. Un maximum de 44 projets par panel sont alors retenus et passent en seconde étape. Les porteurs de ces projets sont invités à passer une audition devant les membres du panel. Lors de la deuxième étape de l'évaluation, les parties B1, B2 et les budgets sont considérés. Ces 2 phases d'évaluation se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons les détailler tout à l'heure. Un point commun à ces 12 étapes d'évaluation est qu'elles reposent tous deux, avant tout, sur ce qu'on appelle les panels, qui ont un rôle central. Les panels sont au nombre de 28 et ils correspondent aux champs disciplinaires listés plus haut. Chaque panel est constitué d'environ 16 à 18 membres, qui sont tous des scientifiques, dont les expertises couvrent la variété de thématiques du panel. Le panel est donc relativement multidisciplinaire. Ces membres siègent par ailleurs tous les 12 ans, moyennant un renouvellement d'un tiers à chaque fois,
et leur composition est rendue publique une fois l'appel terminé, ce qui permet de disposer en amont d'un appel une idée relativement précise de la composition d'un panel. Le panel a un rôle central dans l'évaluation, et notamment sur lui qui repose la première étape de sélection. Il ne dispose à cet stade que d'un seul document, à savoir la partie B1 des projets, qui est lue en détail par 3 ou 4 membres du panel. Puis la sélection est faite en réunion plénière, après discussion de l'ensemble des projets soumis à ces panels. Les projets retenus à l'issue de l'étape 1 passent ensuite en seconde étape avec 3 grandes différences par rapport à l'étape précédente. Tout d'abord, les évaluateurs disposent encore de la partie B1, mais aussi et surtout de la partie B2 qui est une description scientifique beaucoup plus détaillée du projet. Deuxièmement, des experts évaluateurs externes sont sollicités, spécialistes du domaine, et ils rédigent un rapport qui est transmis au panel. Enfin, les candidats sont auditionnés par le panel, qui est seul à décider du classement final en s'appuyant sur les rapports des évaluateurs extérieurs, mais aussi et surtout sur l'audition et sur les discussions internes qu'ils ont entre eux, entre membres de panel. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité, ou non, de resoumettre dès l'année suivante. L'idée générale est que les candidats passés en seconde étape, quelle que soit leur note, A ou B, peuvent resoumettre dès l'année suivante, ainsi que les candidats notés A non-invited à la première étape. Par contre, les candidats ayant obtenu la note B ou C à la première étape doivent attendre respectivement 1 ou 12 ans. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Ces critères sont parfaitement connus à l'avance puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Sur la question de la rupture et de l'impact potentiel du projet, l'enjeu est de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet allant au-delà de l'état de l'art. La notion du high risk high gain n'est plus affichée en tant que telle depuis le programme de travail 2024. Dans la mesure où un projet ERC est par définition ambitieux et donc potentiellement risqué, la prise de risque doit donc être réfléchie et contrôlée. Une seconde catégorie de critères vise des aspects plus techniques. Il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Tout doit être décrit dans le projet avec précision, de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Viennent enfin les critères liés au candidat, à savoir sa capacité à mener un tel projet, l'adéquation entre son expertise et la proposition, ainsi que les premiers éléments montrant la capacité du candidat à développer une pensée créative et innovante. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Notamment, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou aussi, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris le principe de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier ERC est constitué de 2 types d'éléments, à savoir les documents administratifs, ici en vert à gauche, et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2, déjà évoquées plus haut, ici en orange à droite. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet et au candidat, mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés, qu'il faut par ailleurs choisir avec attention car ils servent notamment à identifier les experts.
On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. Un point d'attention sur les questions éthiques. Vous devrez remplir un questionnaire afin d'identifier les éventuelles questions éthiques qui concerneraient votre projet. Dans Horizon Europe, seuls les projets soulevant des questions éthiques sérieuses et ou complexes feront l'objet d'un suivi particulier par l'ERC. Pour les autres projets, le respect des réglementations éthiques européennes et nationales relève de la responsabilité du Principal Investigator et de son institution d'accueil. Les conventions de subvention ne sont signées par l'ERC qu'après visa sur les questions éthiques. Il faut donc vous assurer dès la conception de votre projet que celles-ci pourront être traitées au sein de votre institution. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF. Il s'agit d'abord de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée. Donc, ne vous y prenez pas trop tard. Ensuite, il faut un document officiel indiquant la date de soutenance de thèse. En France, c'est normalement indiqué dans le diplôme de thèse, mais il faut toujours vérifier. Et pour finir, il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Donc, il est totalement inutile d'y glisser des documents scientifiques avec l'espoir que cela augmentera les chances de succès de votre dossier. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et surtout, contactez-les le plus tôt possible. Les parties scientifiques, qui sont celles dans lesquelles vous allez décrire votre projet, sont au nombre de 2, à savoir les parties B1 et B2, qui ont chacune un rôle et une fonction bien spécifiques. Un conseil à nouveau, avant de commencer la rédaction, bien prendre le temps de mûrir les projets pour que la question centrale et les stratégies proposées soient bien claires dans votre esprit, ce qui facilitera grandement la rédaction du projet. Vous aurez compris que la partie B1 est le seul document évalué à l'étape 1. À elle seule, elle doit donc permettre aux évaluateurs d'avoir une vision d'ensemble du projet, à la fois sur le contenu scientifique et sur le porteur. L'évaluation à cette étape ne fait intervenir que les membres du panel, donc un public relativement multidisciplinaire avec au mieux un seul spécialiste de votre domaine. Il faut donc être très pédagogique. À noter, la présentation des parties CV et track record a été modifiée depuis le programme de travail 2024. Cette partie B1 débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet, et qu'il est important de bien travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages, appelées Extended Synopsis, pour convaincre les membres du panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous vous proposez de lever, expliquant quel est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre. Vous devez aussi convaincre de la faisabilité du projet et montrer que les risques ont été considérés et évalués. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes dont les regards peut être utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles même par un large public. Bien ensuite le CV et le track record sur 4 pages avec un modèle qui vous est fourni par l'ERC. Quelques conseils de bon sens. Mettez en valeur tous les éléments en votre faveur. Évitez les jargons. Certains membres du panel peuvent ne pas connaître le système français. Évitez les acronymes. Expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être.
L'évaluation du porteur du projet met l'accent d'un côté sur sa capacité à mener des recherches ambitieuses et stimulantes et d'un autre aux contributions faites par les candidats à l'avancement des connaissances scientifiques. Les nouveaux modèles proposent 3 sections. La première, Personal Details, doit donner un bref aperçu de la carrière du chercheur. Études de formation, travail, poste actuel et antérieur. La deuxième partie, Research Achievements and Peer Recognition, est aussi la plus importante. Il est attendu que les candidats choisissent 10 résultats de recherche et expliquent leur importance. Toute reconnaissance des pairs scientifiques a aussi sa place ici. Bien enfin, une troisième partie dans laquelle le candidat est invité à donner un contexte à son parcours de carrière. À tout moment, le candidat peut fournir des commentaires pour aider les évaluateurs à bien situer son parcours. Par exemple, le travail réalisé en dehors des institutions de recherche ou des universités, les interruptions de carrière ou tout autre aspect particulier. Cette partie doit permettre d'apporter des éléments sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. C'est le moment de montrer que vous êtes la bonne personne pour réaliser les projets. Pour commencer, vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments clés en main en votre faveur qu'il n'aura pas à chercher par lui-même. Finalement, il n'est pas inutile de mettre à jour sa page web personnelle. Les évaluateurs auront peut-être intérêt à aller regarder. La partie Research Achievements est la plus importante de cette section. Elle doit permettre d'apporter des éléments sur votre capacité à mener des recherches en rupture, de mettre en évidence l'originalité et la créativité de vos travaux. Elle contribue aussi à démontrer que vous êtes la bonne personne à mettre en œuvre le projet. Vous devez lister une sélection de vos 10 productions, 10 résultats de recherche, publications ou autres, qui ne sont plus limités aux 10 dernières années. Chaque résultat de recherche peut être accompagné d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi ce résultat a fait avancer le domaine et en quoi il démontre la capacité du candidat à mener à bien les projets ERC. Dans la partie Peer Recognition, vous pouvez insister sur vos réalisations, vos responsabilités, vos contributions à la communauté scientifique, ainsi que la reconnaissance qu'elle fait de vos travaux. Pour chaque item, appuyez-vous sur des éléments concrets pour faire comprendre l'importance de ces reconnaissances par rapport à vous-même et au projet.
La partie Additional Information a pour objectif de permettre aux évaluateurs de mieux comprendre votre parcours. Expliquez comment vous avez construit votre carrière et l'impact que des événements importants de la vie ont pu avoir dans votre carrière. Restez factuel sur la présentation de l'événement, puis expliquez comment celui-ci a impacté votre parcours de manière concrète. Vous êtes aussi invité à présenter les contributions en dehors de la recherche que vous avez pu apporter à la communauté, avec une brève explication de celle-ci. Ces contributions peuvent être, par exemple, l'enseignement, l'implication dans l'administration de la recherche, la communication grand public, l'évaluation de la recherche, la participation à des comités et autres. La partie B2, pour sa part, n'intervient qu'à l'étape 2. Elle ne sera donc lue que pour les candidats ayant atteint ce stade. Il s'agit cette fois d'un document plus long de 14 pages qui doit décrire de manière très précise le projet scientifique. Le panel, qui est déjà en votre faveur, puisque vous êtes passé en étape 2, doit ici trouver une confirmation des promesses faites dans le B1. Et l'évaluation fait en plus intervenir ici les évaluateurs extérieurs, qui sont pour le coup des spécialistes de votre domaine, et qui vont examiner la pertinence de votre proposition de manière beaucoup plus poussée. Il s'agit donc ici de parler à des scientifiques, pour beaucoup d'entre eux experts de votre thématique, en commençant par un état de l'art ciblé et solide, permettant d'asseoir tout l'intérêt scientifique du projet dans le contexte actuel. Il faut ensuite expliquer et justifier la stratégie globale, les étapes envisagées, avec un objectif qui doit toujours rester articulé autour de la question scientifique centrale. Les descriptions méthodologiques doivent aussi être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 5 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la matière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues, et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple de type diagramme de Gantt, mais uniquement si cela est pertinent et sans aucune obligation. La partie B2 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez expliquer vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets, mais soyez vigilants à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôtera son caractère de rupture. Ces projets peuvent apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. Une fois ces documents scientifiques B1 et B2 évalués, le panel dispose de l'ensemble des rapports et c'est alors qu'intervient la phase d'audition, dont le grand intérêt est de permettre aux candidats de défendre leur projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillerons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. Pour l'appel Consolidator 2023, on observe un taux de succès global de 14,8% avec 308 PI lauréats sur 2130 candidatures soumises. La tendance reste identique aux années précédentes avec une majorité de dépôts dans le domaine des physiques et sciences de l'ingénieur, mais il faut également noter la confirmation d'une hausse des dépôts en sciences humaines et sociales avec un bon taux de succès. Le taux de succès moyen par panel est plus ou moins identique. Cette stabilité est obtenue par l'ERC grâce à une distribution du budget entre les panels à chaque appel qui est faite au prorata des soumissions reçues. Il n'y a donc pas de raison autre que scientifique de choisir un panel plutôt qu'un autre.
Un point sur lequel l'ERC insiste aussi régulièrement est que le taux de succès est relativement stable tout au long de la fenêtre d'éligibilité. Donc même pour les Consolidator Grants encore jeunes, il n'y a pas de raison d'attendre si votre projet est mûr. Ceci d'autant plus que les taux de succès augmentent avec les resoumissions, comme le montrent les zones vert foncé sur ce graphique. Les chances de succès sont d'autant plus hautes que le candidat dispose déjà d'une expérience de projet soumis à l'ERC. Pour finir, quelques liens utiles. L'autre site de référence pour un candidat est celui du Funding and Tender Portal, dit portail du participant, sur lequel le projet devra être déposé. Et nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. Pour finir, quelques mots sur les actions que le PCN-ERC fait et sur les outils mis en œuvre pour vous aider. Il y a bien sûr avant tout notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez nous contacter. Il y a ensuite le site internet Horizon Europe du réseau des PCN français sur lequel nous mettons régulièrement de nouvelles informations. Il y a aussi toutes les interventions que nous faisons au niveau national ou régional et notamment en lien avec le réseau des relais qui est en cours de structuration. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous faire part de vos besoins. Nous essaierons d'y répondre dans les meilleurs délais et du mieux possible.